La presse béninoise est à nouveau en deuil. Après Jérôme Carlos, il y a à peu près un mois, voici que Annick Ballet s'éteint après une courte maladie. Franck Aounou, bonjour. Bonjour William Tanguy. Clicquot n'a pas bougé. Bonjour à nouveau, Oui, William. bonjour Tanguy. En dehors de cet hommage qu'on aura à rendre justement à une aînée de la profession, une excellente aînée dans la profession, on va parler de l'UPR et du BA qui se partagent les rôles à l'Assemblée nationale. On parlera aussi de l'éducation pour les 5 prochaines années à venir. On verra bien ce que ça va donner avec l'installation du Conseil national de l'éducation. Et si le temps nous le permettait, on va aborder un dernier sujet rapidement. Mais commençons déjà par Annick Ballet. William, vous l'aviez connu certainement à l'écran. Oui, je l'ai connue à l'écran et quand elle avait tout démontré déjà. Quand j'avais découvert Annick Ballet, elle n'était plus au JT de 20h, elle était sur des éditions spéciales et dans des entretiens. Je garde d'elle pour le travail récent que j'ai eu à faire sur les sorties médiatiques de Patrice Talon. Je retrouve le souvenir de son émission Le Moment Politique, avec vous d'ailleurs, et d'autres confrères de la presse nationale avec le chef de l'État. Très peu de femmes font des entretiens politiques de cette facture dans notre profession. Très peu de femmes ont cette réputation. 17 ans au JT, au journal télévisé. Elle est devenue carrément une vedette de la télévision. C'est notre... C'est notre... Boisbouvier à nous, c'est notre... féminin. Oui, féminin, oui. Oui, Franck. Non, je sais que quand on était encore un peu plus jeune, c'est quelqu'un qu'on voyait à l'écran qui faisait du beau travail. Et lorsque nous avons eu la chance de faire nos premiers pas dans la presse, voilà des aînés dont on revisitait encore les sorties, les présentations de JT, on revisitait les émissions qu'elles animaient, ainsi de suite. Et moi, j'ai toujours vu en Annick Ballet une dame vraiment solide, une dame qui, même lorsque elle est en face ou elle co-anime une émission avec un journaliste de sexe masculin, vous nous dites, mais il n'y a pas trop de différence. Elle tient vraiment son job, elle fait bien son job et je crois que c'est un exemple pour la jeune génération, surtout les femmes qui parfois ont du mal à prendre des initiatives en matière dans les médias. Vous voyez beaucoup de femmes aujourd'hui, on leur dit allez animer des émissions, elles disent non, je ne peux pas, c'est ci, c'est ça. Mais voilà une dame qui a démontré que la femme peut également s'imposer dans le domaine. Et à quel moment À quel moment Dans les années 90, il y a eu une époque où il n'y avait pas ce grand développement des médias. Voilà. Eric, on a vu votre dos à l'écran. Bonjour. Bonjour Tanguy, désolé de toutes les excuses à William. Ulrich, bonjour. Allez, on parle un peu de Annick Ballet qui s'est éteinte hier, Eric. Absolument, je pense que cette grande dame n'est plus à présenter. Oui. Ce que j'ai noté hier, qui est un jour de célébrations se sont croisées. On a plutôt pris toute la journée à célébrer une personne qui nous a quittés. À un moment donné, elle a pris la place du 14 février chez les amoureux, puis aussi le début du carême chez les chrétiens catholiques, parce que c'était venu justement à ce moment précis-là. Elle est vraiment pour nous une mère dans cette corporation. Et quand vous voyez les commentaires, n'est-ce pas, sur cette disparition, c'est assez émouvant. C'est dit combien de fois elle a occupé nos esprits, à la fois à l'entête, mais aussi dans l'esprit de tout un chacun. Bien au-delà également des professionnels des médias, elle a réussi à s'intégrer dans l'esprit de chaque Béninois, n'est-ce pas, à partir de son travail. Ulrich. C'est une icône de la presse béninoise qui vient de s'éteindre et j'ai pour l'habitude de l'appeler la grande dame, la dame de fer au cœur gracieux, parce que c'est une dame qui a su s'imposer dans l'arène des hommes, parce que partout où elle passait, on la voyait, elle illuminait, elle rayonnait. Et elle était beaucoup plus connue surtout pour la rigueur de la qualité de son travail. Et c'est une femme qui a su mener de main de fer, que ce soit la direction, que ce soit ses collègues. Et pourtant,
dans le même temps que vous voyez ce côté main de fer chez elle, vous voyez en même temps le cœur gracieux d'une mère qui en même temps était assez joyeuse, toujours amusante, à taquiner. Les quelques fois où j'ai eu l'insigne honneur de la côtoyer, j'ai toujours eu du plaisir à échanger avec elle en tant que grande soeur, en tant que maman. Et chaque fois que je la vois, elle me dit, ne me taquine pas trop. Si tu adores trop me taquiner aujourd'hui maintenant, ça fait quand même un peu bizarre de savoir que c'est une grande icône de la presse béninoise qui est en train de s'éteindre comme ça, qui s'est éteinte comme ça du moins. Et vivement que les femmes qui sont aujourd'hui en train d'arpenter ce chemin puissent prendre exemple sur elle. C'est vrai que l'homme n'est jamais parfait et elle a certainement des défauts, elle a eu des défauts, ceux qui l'ont connue, l'ont côtoyée, ont vu des défauts en elle, mais elle avait aussi beaucoup de qualités, assez de qualités, surtout quand on parle de son sens d'humanisme. Ça, je respecte vraiment cette dame de fer au cœur gracieux. Moi, je retiens un peu son humilité aussi. Je me rappelle des derniers commerces qu'on a eus avant qu'elle disparaisse de mes radars. C'était à l'occasion de la préparation justement de cette émission avec le président de la République. Elle m'appelle un matin pour dire, attends, tiens, voilà qu'on fait appel à un général retraité. Tu vas tout préparer, moi je n'ai pas le temps. Et effectivement, c'est vrai qu'elle a tout le temps appelé pour voir où est-ce qu'on en était, etc. Mais elle est restée quelque peu en retrait pour voir ce que ça va produire comme conducteur pour l'entretien. Et cela n'a pas entaché du tout alors sa prestation à l'occasion de l'entretien ou quand elle a pris contact avec les sujets, etc. Vous aviez vu la qualité. Et c'est justement ce qui est surprenant, la qualité de son professionnalisme. La qualité, on doit insister là-dessus. Je pense que elle sait, elle n'a pas embrassé le métier pas suivisme. Lorsque vous voyez les œuvres qu'elle a produites tout au long de sa carrière, on se rend compte que c'est pas vocation. Elle s'est intéressée, elle s'est préparée elle s'est donné les moyens, d'abord la volonté, et ensuite elle s'est engagée corps et âme pour vivre une carrière vraiment meublée, une carrière vraiment fournie. Et moi, je voudrais que ce ne soit pas vraiment à ces occasions qu'on rende hommage à des icônes du genre. Nous avons, il y a quelques jours, Jérôme Carlos qui est parti. Et là, je voudrais louer une initiative du parti Moël Bénin. Au-delà de l'animation de la vie politique, voilà un parti politique qui a dit, mais moi je choisis des gens comme ça dans la société, qu'ils soient de mon parti politique ou non, mais je leur rends hommage de leur vivant. Je sais qu'il y a des journalistes qui ont été choisis. Je ne sais pas s'il y avait, sur la liste, il y avait Jérôme Carlos, mais je sais qu'il y a une initiative comme ça qui est en cours. Ils vont se déplacer vers ces gens, leur rester avec eux le temps d'une journée, leur offrir peut-être des présents. C'est très important. Et nos partis politiques devraient s'aligner derrière Moël Bénin pour rendre hommage. On ne doit pas rester là du matin au soir parler rien que politicienne. Il faudrait que même l'État central, il ne faudrait pas qu'on attende la mort des gens pour énumérer les nombreuses qualités, pour dire c'était une icône, pour dire il y a des gens qu'on peut célébrer de leur vivant et c'est très important. Il n'y a pas que dans la presse. Oui, William, moi j'ai toujours un faible pour ceux qui savent bien faire le travail et qu'ils font surtout avec conscience. Et elle en est un exemple. Avec une constance dans le temps. Ouais. Une constance dans le temps. Je crois que c'est... Si moi, j'ai remarqué une grande dame avec la jeune génération qui me caractérise et que des gens, depuis les années 90, l'ont remarqué, c'est que dans le temps, le vin s'est bonifié. Elle a résisté. Le mou s'est bonifié en très bon vin et elle a résisté avec autant de professionnalisme. Vous savez, moi, je pense que c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à la génération à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire avoir tout son cœur. Annick Ballet rêvait d'être avocate. Ah oui. Oui, son rêve d'enfant dans le 12-45 de la radio nationale hier, l'hommage qui lui était rendu dans un des portraits qu'on lui avait réalisé en 2023, elle disait que son rêve premier c'était d'être avocate. Mais quand c'était d'exercer le métier d'avocat. Mais quand elle s'était intéressée au journalisme, qu'elle s'y est mise, allez lire sur Facebook l'hommage de son ancien camarade de classe, Florent Kwaouzouti. Vous découvrez que depuis toujours, elle a eu une abnégation et un cœur. Quand elle a choisi le journalisme, finalement, elle s'y est mise et voilà ce qu'elle est devenue. Regardez, est-ce que figure féminine, si je commence par en citer dans le journalisme au Bénin, je ne la classe pas dans le top 3 ou si je finis de la citer, je
ne sais pas combien d'autres noms, j'en vois tout de suite, qui ait atteint cette réputation, qui ait atteint cette notoriété dans la presse. Jusque-là, elle était encore chargée. Elle a eu l'avantage aussi de l'absence de la presse concurrente, la presse payante. Justement, à l'époque, quand elle était la vedette du 20h, il n'y avait pas autant de télévision à Cotonou et environ. Et elle n'a pas saoulé. 17 ans au 20h sans saouler. Et ça... Et c'est très quelque peu masculin. La plupart du temps, avec sa coiffure, sa coiffure, c'est rare. Bref, je pense qu'on doit apprendre de cette carrière-là. Il faut insister là-dessus, hein, Ulrich. Ouais, c'est une école. C'est une école qui s'est refermée ainsi. C'est une grande école du journalisme. Et ce n'est pas qu'au Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a été encore directrice à l'extérieur. Je me souviens de Maïcha TV et ainsi de suite. Et elle a fait ses preuves un peu partout sur le continent et même hors du continent. C'est une grande dame que nous devons tous célébrer et beaucoup plus revenir sur ces grandes lignes. Tout à l'heure, William parlait de 19h, de 20h, pardon, et on voyait cette dame-là qui venait chaque fois avec ce large sourire, mais en même temps avec cette teinte de rigueur qui montrait tout le sérieux de son travail. Elle venait chaque fois à ce 20h et on prenait du plaisir à la suivre. Et quand elle anime aussi les débats, on la voit toujours au front, on sent qu'elle est beaucoup plus dans son sujet. C'est une école, pas seulement pour les femmes, mais pour tous les jeunes. Cette génération que nous incarnons aujourd'hui, nous devons tirer exemple. Il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup d'autres encore. Je vois encore des Noël à Lagbada qui sont encore là et tout ça. Donc, de leur vivant, comme l'a dit Franck tout à l'heure, nous devons apprendre à les célébrer. Aujourd'hui, hier, c'était Jérôme Carlos. Aujourd'hui, c'est Annick Ballet. Demain, nous allons célébrer d'autres encore, mais je préfère effectivement qu'on commence par célébrer nos aînés de leur vivant. Il y a Georges Amelon qui est là, célébrons-les de leur vivant. Je l'ai vu dans un élément récemment. Je l'ai pris je crois qu'il accuse un peu le temps. En interview, il y a à peine 2-3 jours. Je crois que c'est... Oui, tous 3 jours, la veille de la journée mondiale de la radio. Et le lendemain, Annick Ballet s'en va. Et toujours disponible. Toujours disponible. Je me rappelle encore le doyen David Ogouchina de Parakou. Il a fait Parakou, il a transité un temps par l'ORTB à Cotonou. Ce sont des figures. Toujours disponibles. Ils sont toujours là. Je pense qu'il faut... Nous avons ce devoir de mémoire, effectivement. Nous devons vraiment célébrer ces icônes qui ont marqué notre métier. Oui, absolument, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Elle a vraiment marqué son époque et de la très bonne des manières, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes la plus jeune génération, nous avons beaucoup appris de ces personnes-là. Vous savez, quand on remonte dans le temps et on doit faire la liste vraiment des personnes qui ont pratiquement même niveau professionnel, rigueur professionnelle et qui véritablement essayent de faire ce travail comme cela se doit, on va en trouver. C'est dit que nous avions connu une génération, franchement, dans ce secteur de personnes qu'on peut vraiment citer, qui ont vraiment fait honneur à ce métier. Choisissez un jour, rendez-moi aussi hommage. Les frères, vous avez fait combien d'années déjà dans la Ça viendra. J'approche la vingtaine. Continuez de faire votre preuve. Continuez de faire votre preuve. Travaillez. Continuez de faire votre preuve. On a dit, moi, le preuve vient pas. Non, continuez de faire votre preuve. Vous n'allez pas mourir tout de suite. Comptez sur mes prières, vous n'allez pas mourir tout de suite. D'accord. Ça me rappelle Habib Koukoubou qui est passé par ici pour animer Actu Matin, qui s'était énervé, enfin énervé c'est exagéré, qui s'était énervé un matin parce que on rendait quand même, on célébrait Cristiano Ronaldo. Il dit mais attends, nous-mêmes on se lève tous les matins. Et tu vois même des gamins qui achètent ils achètent, leur papa se tue pour leur acheter leur habit et ils se plaisent à aller trouver de l'encre et à inscrire au dos Cristiano Ronaldo qu'ils ne verront jamais. Alors que moi je suis ici, vous pourrez me rencontrer au coin de la rue et vous ne mettez pas Habib Koukoubou sur votre... Oui, il faut apprendre à célébrer justement c'est ça. Allez, on va passer maintenant à l'actualité politique, puisque ça ne manque pas. L'UPR et le BR se partagent là-bas à l'Assemblée nationale leur rôle. Toi, tu travailles à réviser la Constitution. Moi, je vais penser au code électoral. Finalement, c'est ce qu'on a arrêté, William. Est-ce que c'est ce qu'on a arrêté? C'est l'impression que ça donne tout de suite quand on voit le communiqué en date du 13 d'avant-hier, donc
du parti PR. non progressiste, le Renouveau, mais déjà ils prennent acte de l'initiative de révision constitutionnelle qu'ils appellent toujours du député Hassan Seydou, mais qui désormais est du BR, parce que tout le BR a accordé son soutien à cette initiative. Ils sont pour, ils en prennent acte et ils préparent même un plan B au cas où ça échouerait, cette initiative de... Moi, je vais engager le chemin du code électoral. C'est quand même curieux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que le PR félicite ses députés pour avoir adhéré au projet de révision de la Constitution sans en avoir à viser le bureau politique du parti. Exactement comme d'ailleurs le BR l'a fait aussi, féliciter son député pour avoir engagé, je dois dire, la démarche sans avoir informé le parti. C'est quand même curieux. C'est effectivement deux partis siamois. Oui, ils ont toujours été siamois. Ils ont des destins siamois aussi. Soit ils mourront ensemble, soit ils fusionneront, ou soit ils vivront ensemble. C'est tout, ces deux partis. Donc, en fait, il y a une réalité. Je reconnais au moins que de plus en plus on nous montre l'indépendance du député, que le député n'a pas un mandat impératif, qu'il n'est pas forcément très aligné parti politique. Il peut lui arriver d'avoir toute l'aisance et toute la liberté en âme et conscience de penser des choses et de les faire, et qu'après que le parti dise attention, mais c'était ingénieux, cher monsieur, bravo. C'est bon pour la démocratie, c'est bon pour notre âge. Maintenant, ça ne devrait pas vous étonner. Les quelques autres de la mouvance présidentielle qui n'y adhèrent pas, on les a toujours appelés partis satellites. Ils n'ont pas la même envergure, ils n'ont pas le même poids. Ceux qui sont au Parlement, ceux qui décident, s'entendent. Il n'y a donc plus débat. Franck. Je ne sais pas si vous attendez, vous voulez d'autres pour vous convaincre de ce que ce sont des partis siamois. Non, ils se sont refusés tout le temps et parfois ça les énerve quand on les appelle partis siamois. Donc moi je leur ai accordé un peu de crédit encore. Quand je vois qu'ils ont les mêmes procédés, bon, je n'ai pas encore les deux règlements intérieurs des deux partis pour voir. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ah, d'accord. Donc vous avez encore eu la preuve à travers cette solidarité légendaire. Et lorsqu'il s'agit des combats pour aller de l'avant, pour se donner un certain nom sur l'échiquier politique national, il faut se soutenir. Et je crois que c'est bien normal. Lorsque vous êtes ensemble, il ne faudrait pas que sur certaines questions, vous laissiez des fissures pour que l'adversaire puisse en profiter. Je crois que c'est l'exemple que donnent aujourd'hui ces deux partis. Maintenant, est-ce que cette solidarité va faire prospérer le projet qui est porté? C'est là toute la question. Parce que une chose est de porter un projet ou une initiative de façon collective, et l'autre chose, c'est lorsque on les prend individuellement, est-ce que chacun son cœur bat pour ce projet-là? Point d'interrogation, on verra bien. Ulrich. Ouais. Parti siamois, vous en avez encore une fois encore la preuve. On sait que de toute façon, quand le Bloc républicain prend une décision, on a toujours l'Union progressiste, le Renouveau, pas trop loin. Et déjà aujourd'hui, avec tout le schéma qui s'est dessiné le 13 dernier, on comprend aisément que les deux se sont partagés les rôles, clairement. C'est-à-dire, l'Union progressiste, le Renouveau, soutient certes le BR dans sa logique, dans son projet de révision de la Constitution, mais en même temps, essaie de voir si éventuellement, ce projet de révision ne passe pas, qu'est-ce qui va se passer? On propose en même temps la relecture du code électoral. C'est une manière de montrer simplement que ces deux partis vont toujours de pair. Vous n'avez pas à savoir qu'ils ont des protocoles d'accord entre eux. Donc, la convergence d'idées reste aussi la même. Donc, qu'on le veuille ou non, ces partis se soutiennent d'une certaine manière, quitte aux partis satellitaires, qu'on appelle effectivement des partis satellitaires, ceux-là qui se disent aussi de la majorité présidentielle, de la mouvance, mais qui en réalité ne font pas partie, ne font pas corps avec ces deux blocs-là, qui affirment tout de go qu'ils ne sont pas pour la révision de la Constitution. C'est là où vous avez deux différences de cloche. Ceux-là qui sont satellitaires qui disent clairement, nous ne sommes pas avec la révision, nous ne sommes pas pour la révision de la Constitution, mais de l'autre côté, les autres disent, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, et au cas où la révision de la Constitution ne marcherait pas, nous sommes prêts à travailler. Comment vous analysez justement la démarche? Non, cette démarche, c'est clair que c'est une manière de se soutenir, c'est une manière de dire, oui, nous donnons notre caution à ce que vous faites, c'est très clair. Et éventuellement, ils préparent la suite. Si ça ne marche pas, on passe directement à la relecture, à la révision. Eric? Je pense que ces deux formations politiques ont quelque chose de commun.
c'est la forme. Comment on dit, ils sont de la mouvance présidentielle, le BR et puis l'Union progressiste, le Renouveau. Je pense ça comme une position de principe. Si à l'arrivée, le BR affichait, par exemple, une opposition à cette initiative, cela serait mal vu quand même. Et déjà que dans le paysage, d'autres partis politiques ont pris position. On n'a pas jugé ça autrement. Les démocrates ont leur position, Moël Bénin a sa position, la FCBE a sa position. Et donc je pense que l'Union progressiste a affiché une position tout en accompagnant l'initiative et tout ça. Mais après, disons que le débat n'est pas fini. Et ça va bien au-delà de la position de chaque formation politique. Ça va se jouer au Parlement. Et si même cette initiative de proposition de loi devrait prospérer, il faut aussi compter justement sur la participation des députés de l'opposition. Et en cela, nous savons qu'ils ont une minorité de blocage. Et donc, tout peut se jouer encore à ce niveau. Moi, je ne sais pas. Enfin, on n'a pas comment on dit, à se faire du mauvais sang, déjà, dans la position au niveau de chaque formation politique, quand on sait que au niveau du Parlement, le jeu pourrait être totalement tout autre. William a commencé à le dire, hein. En tout cas quand on voit la démarche, puisque c'est de ça que nous parlons, on a l'impression que les deux partis veulent montrer, en tout cas veulent s'assurer que les députés sont totalement indépendants dans leur initiative de proposition de loi. Dans cette affaire, effectivement, qu'est-ce que cela renvoie comme message, William, quand on sait quand même que, je dois dire, le député dépend d'un parti politique d'abord? Oui, mais quand le député démissionne, d'un parti politique, il garde son mandat. Sa démission d'un parti politique ne lui enlève pas, par exemple, le poste de député à l'Assemblée nationale. Quel est l'intérêt, justement, à le rendre si indépendant? L'intérêt, c'est de laisser jouer le très grand mot qui est désormais très présent dans l'actualité, le consensus. C'est de pouvoir d'avoir l'assentiment des autres formations politiques et de la classe politique en général, et même des Béninois, autour de ce projet de révision de la Constitution ou de ces différentes réformes sur le processus électoral. Parce que quand c'est Union progressiste, le Renouveau, ou quand l'image qui vous est accolée, c'est Bloc républicain, c'est que tout de suite, on voit Patrice Talon, et vous savez, nous avons des oppositions de personnes sur l'échiquier politique national. On n'a pas des idéologies qui s'opposent, on n'a pas des courants politiques qui s'opposent, les mêmes on prend les mêmes, on reprend, tous les partis politiques font presque les mêmes choses, la misère du peuple est le discours de campagne de certains, d'autres surfent sur des réalisations dans les droits sociaux et économiques, et le reste, on peut s'en passer. Donc, c'est le même schéma presque depuis Nicéphore Soglo. Donc, parce que de vraies idées, de vrais challenges politiques, de vraies philosophies de gouvernance ne nous opposent pas. Et comme ce sont des guerres de personnes, accoler l'image de Patrice Talon à un projet, c'est tout de suite attiser la hantise et tout le refus d'une certaine partie de la classe politique. Donc, on veut faire la nuance entre le député soucieux des problèmes de la société, soucieux d'une certaine difficulté dans l'organisation des élections de 2026, on voit le député un peu plus soucieux de ces problèmes de la nation, et donc qui devant recueillir l'onction et la bénédiction des autres députés. Et donc, on ne veut plus laisser voir l'image des soutiens de Patrice Talon qui entreprennent encore une autre réforme pour encore d'autres conséquences, parce que de mémoire, on sait ce que les autres nous ont coûté. Oui. L'image qui se dégage le plus aujourd'hui maintenant avec la déclaration du 13 dernier, c'est que clairement, c'est clair que désormais, déjà au Parlement, on sent beaucoup plus maintenant l'UPR qui s'arrive au projet du BR. Alors, vous savez qu'il y a l'opposition qui est présente et qui peut opposer le minimum de refus là-dessus, mais de la même manière, c'est une manière aussi de leur dire clairement, désormais, il y a la majorité présidentielle, la majorité parlementaire qui est là. Et maintenant, nous pouvons aller conquérir au niveau de l'opposition, des députés de l'opposition. Donc, ça veut dire que le schéma est encore ouvert à ce niveau. Et ce sentiment que nous avons de plus en plus sur cette indépendance retrouvée au sein des formations politiques, notamment de la mouvance, on devrait plutôt s'en réjouir. Il vaut mieux tard que jamais. Oui, absolument. Moi, je suis partisan de la liberté totale. Parce que sans liberté, évidemment, on n'est pas journaliste. Donc, si le journal peut être libre, le politique doit être libre aussi. On peut mettre ça au profit de la réforme du système partisan, qui voudrait que
nous ayons de grandes formations politiques avec le financement qu'on a aujourd'hui qui puissent vivre une certaine indépendance d'action et de position également, voyez-vous. Donc si, par la force des choses aujourd'hui, grâce à ce débat, un Mouel Bénin peut s'opposer à un BR, la Renaissance nationale peut également montrer sa trajectoire, qui soit différente des autres. C'est bien pour l'ambiance politique d'avoir une telle variété de positions. Pourquoi pas. Et si un député aussi peut faire une conférence de presse pour parler de 2026 et du potentiel candidat qui serait à même de faire le truc, on saura davantage. On verra bien. La liberté, la démocratie. La liberté, la démocratie au niveau de ces partis-là. Ils vous disent que le on ne peut pas être sélectif, on ne peut pas être sélectif sur les sujets. Ils vous disent que le moment ils sont inféodés. Oui. Ils ont commencé par montrer des pas d'indépendance. Et non, vous leur en voulez. on les exemples. On trouve encore le semblant d'indépendance. Et c'est pour ça des poux sur la calvitie. Non, moi je pense que autant on peut remarquer cette indépendance qui est une très belle image, mais autant moi ça me laisse un peu perplexe, tout simplement parce que nous sommes sur le plan politique. Demain, vous allez peut-être voir un autre visage de ces mêmes personnes que vous qualifiez d'aujourd'hui d'indépendants, de tout ce que vous voulez. Donc c'est pourquoi en politique, moi je ne prends pas simplement la fin pour juger. Rapidement sur comment est-ce qu'on appelle cette actualité-là aussi. C'est vrai qu'on ne l'avait pas prévu au menu. Le parti, les démocrates qui s'inquiètent pour la sécurité physique et financière de ses leaders, de ses responsables, et le gouvernement qui a bien surpris et qui parle de théâtralisation. Eric, on est sur scène. Je pense que le communiqué du parti Les Démocrates soit l'œuvre d'une manipulation ou qui témoigne d'un fait réel, on ne doit pas banaliser. Qu'un parti politique, de façon publique, alerte l'opinion nationale de ce que des membres influents de sa formation politique sont sous la menace de ceci ou de cela. Je pense qu'on doit prendre ça à cœur. Je conçois que la réponse du porte-parole du gouvernement, de sa position, n'est-ce pas, soit peut-être de nature à réduire un peu le temps qui a été utilisé au niveau de ce communiqué. Mais en même temps, je rejoins et j'épouse la position du parti Force que répond Bénin Émergent qui demande à ce que le procureur de la République puisse se saisir de cette affaire pour qu'on puisse savoir, sommes-nous en face d'une manipulation ou de faits réels. Si aujourd'hui, on s'aligne peut-être sur ce que dit le porte-parole du gouvernement et que dans 3 jours, 4 jours, on a des situations et que ce que dit le communiqué se confirmait, qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons faire? Je pense qu'il y a lieu, puisque aussi à la tête de ces formations politiques, nous avons un ancien chef de l'État. Je pense qu'il y a des matières à vraiment se préoccuper de ça. Eric. Oui. Ce sujet, on doit le prendre avec beaucoup de pincettes et avec beaucoup de délicatesse, en ce sens que là, nous parlons de la sécurité des personnes. Et vous savez, c'est un parti régulièrement inscrits, qui participent à la vie politique et publique de notre pays, qui sort un communiqué officiel. Ce ne sont pas des rumeurs, mais un communiqué officiel pour notifier qu'il y a des tentatives, ou du moins des projets d'assassinat contre les responsables, les leaders de ce parti politique. J'ai suivi également la sortie du porte-parole du gouvernement, et quand je fais la comparaison, moi je me sens un peu frustré parce que j'ai lu, certes, un porte-parole qui défend ce gouvernement, mais en même temps je trouve qu'il est allé assez loin. Normalement, il devrait simplement se contenter de préciser qu'une enquête sera ouverte parce que la Constitution garantit la sécurité à tous les Béninois. Il a fait toutes les enquêtes et quelle enquête il a menée? Là où nous en sommes tout de suite, on ne peut pas tout de suite parler de manipulation. C'est des mots forts qu'on a utilisés, de manipulation et d'invention. Donc je pense qu'il faut qu'on soit assez discret quand on veut dire certaines choses. L'autre chose, quand on va jusqu'à évoquer des faits comme l'assassinat de l'ancienne ministre Bernadette Soudia-Bossou, quand on parle du décès de Danivo, en estimant que pendant que celui-là qui parle aujourd'hui de tentative d'assassinat
c'est en son temps qu'on a eu ces assassinats. Donc on devrait continuer à le Non, répéter. non, le problème est que c'est un peu frustrant parce qu'on se pose la question de savoir quelle est l'idée derrière 10 cette secondes déclaration. encore, Eric. Et l'autre chose, le plus important, c'est que non, on ne va pas oublier que ceux-là même qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'était carrément leur thème l'un de leurs thèmes de campagne. Quand nous allons venir au pouvoir, nous allons élucider tous ces décès, tous ces assassinats. 8 ans après, aucun de ces décès n'a été élucidé. Mais aujourd'hui, quand les autres disent qu'il y a un problème d'assassinat, de tentative d'assassinat, on revient maintenant sur ces dossiers juste pour justifier ce qu'on veut dire. Non, il faut simplement qu'une enquête soit ouverte pour qu'on situe ce qui se passe réellement. Je pense que c'est mieux. Alors, un bon matin, on se réveille avec un communiqué. Nous sommes visés par des tentatives d'assassinat, de ci et de ça. Alors, le porte-parole du gouvernement qui sort et qui dit il n'en est rien, que c'est d'ailleurs de la manipulation. Et puis, il y a quand même un illuminé qui sort, qui joue la carte de l'apaisement, de l'équilibre, et qui dit confiance à la justice. Je crois que sur ce coup, les FCB ont très bien fait. Et c'est ce qui a manqué un tout petit peu et au LD et au porte-parole du gouvernement. Lorsque vous sentez votre, votre sécurité menacée, ou on veut attenter à votre vie, la moindre des choses, c'est de porter d'abord plainte contre IS devant la justice. Mais comme nous sommes sur le plan politique et on récupère tout pour son compte, pour faire de la propagande, on a d'abord jeté ça dans la population. Moi, ça me ramène un peu dans les années, à la veille de, je ne sais pas, 2016, en tout cas un peu avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, ou bien après, je ne me rappelle plus, où on fait peur à la population. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes suffisamment abreuvés par... Non, encore quelques secondes. Oui. Nous sommes suffisamment abreuvés par les histoires de révision, de ci et de ça. Et aujourd'hui, on veut toucher notre psychose. On est en train de travailler notre psychologie à avoir peur entre nous. Parce que dès que les responsables commencent, vous allez voir dans la population, cela a d'écho. Et donc, moi, j'attendais la réaction du porte-parole du gouvernement. C'est peut-être légitime, mais à la fin, on devrait dire la justice va s'en servir. Parce que si ces gens-là sont reconnus comme étant des manipulateurs, comme étant des gens qui jettent comme ça, la justice également devrait nous aider à les décourager avec la dernière rigueur. Oui, c'est bien cela. Oui, William. Je ne dirais pas grand-chose après Franck, qui pour moi a fait une analyse. Je suis soulagé parce que quand vous partez souvent, c'est compliqué. Non, qui a fait une analyse pour moi qui tient la route. Le communiqué du Parti Les Démocrates, après cette inquiétude, devrait dire, parce que nous sommes dans un état de droit, ils ont mené des actions devant des juridictions de cet état béninois, bien qu'ils reprochent beaucoup de choses à la gouvernance. Donc, l'institution justice étant encore, ils devraient dire à la fin de ce communiqué, tout au moins, nous avons saisi les autorités compétentes en la matière, la justice en l'occurrence. Je pense que ça a manqué au communiqué et ça montre, ça trahit des intentions. S'ils ont envie d'alerter l'opinion publique d'une manière ou d'une autre, ça trahit l'intention derrière si ce n'est peut-être pas autre chose. Maintenant, le porte-parole du gouvernement, je pense qu'il a fait une grosse erreur de communication. Les mots sont peut-être pour moi très mal placés. Faire des allusions au troisième mandat, à des affaires où j'aime quand on rappelle ce que chacun a fait dans cette République. J'adore le faire sur ce plateau. Mais quand on parle de la sécurité d'un ancien chef d'État, parce qu'on parle du responsable du parti Les Démocrates, mais il a la casquette d'un ancien président de la République. Il a un statut dans notre pays. Quand on parle de ça, pour moi, à sa place, je dirais juste, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je n'en rêve pas, mais c'est pour moi, je dirais que la justice va permettre d'élucider ce problème. Parce que le procureur de la République, il fait quoi? Il s'auto-saisit ou il se saisit des dossiers qu'on lui amène, portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique de tout un chacun de nous. Qu'on soit opposant ou qu'on soit mouvancier, on bénéficie de la sécurité de son État et des institutions de son État. Allez, on va laisser les acteurs politiques, on va les observer, on ne va pas les laisser, parce que quand on les laisse ils font une seconde, ils font tout à notre place et à notre nom. Même si vous le tenez... Oui, mais on va les empêcher au moins de dormir tranquillement tout en le faisant. Même s'ils veulent le faire, ils auront beaucoup de peine à dormir avant de le faire. On sait qu'ils vont le faire tout le temps, mais au moins il faut leur créer quelques difficultés. Et le peuple saura qu'on a fait notre job en tout cas en son temps. On va parler de l'éducation. C'est parti pour 5 ans à nouveau. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez m'aider certainement à gérer. On a à peine 3 ou 4 minutes.
C'est parti pour 5 ans pour le Conseil national de l'éducation. Eric? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il faut attendre vraiment? Je pense que nous sommes d'accord sur le fait que notre système éducatif a besoin d'une nouvelle énergie. Il faut pouvoir revoir vraiment tout le mécanisme et permettre justement à notre État de pouvoir disposer d'un système assez performant. Et je pense qu'après le premier mandat, nous attendons encore beaucoup plus de... Et le chef de l'État l'a fait savoir que est-ce que le premier mandat vous a satisfait? Je pense qu'il y a peut-être un travail souterrain qui a été fait. Faire l'état des lieux, élaborer peut-être à nouveau des documents, et peut-être à l'occasion de ce second mandat maintenant, les chantiers seront véritablement lancés. William? On a parlé de refonte totale du système éducatif béninois. C'était le mandat à leur installation. Je pense qu'on n'y est pas encore parvenu. Sinon, les bases qu'on met ne sont pas encore visibles. Elles sont encore souterraines, comme Eric l'a dit. On parle des curricula de formation. Avec tout ce qu'ils ont comme mission, je pense que nous mettons le premier mandat sous le sceau des balises posées et nous espérons vraiment que les chantiers prennent une phase très active dans ce mandat-ci. Lorsque je passe au scanner des personnalités qui ont été choisies, je voudrais reconnaître là le choix bien fait de professeur Noël Baguedi, et fut mon enseignant à l'université en première année de droit. Je pense qu'on peut espérer mieux de ce comité-là, de ces personnes, ces personnalités qui ont été choisies. Et les 5 ans à venir, je pense que... Moi, je ne voudrais pas qu'on parle de tout reprendre. C'est vrai, les problèmes sont connus. Aujourd'hui, les problèmes de l'éducation, c'est d'abord le personnel enseignant, le problème de la formation, le problème également des infrastructures, de ce que nous donnons comme éducation, enseignement à nos enfants. Donc les problèmes sont connus. Quelles sont les thérapies de choc à appliquer pour régler ces problèmes? Il y a des matières qu'il faut virer. Oui, donc il faut analyser tout cela et que le politique accepte les verdicts de ces techniciens-là. Parce que ça, quand ça n'arrange pas le politique, vous allez voir, ils ont beau travailler pour proposer de belles initiatives, pour proposer de belles réformes, mais vous allez voir, on va mettre ça au placard. Tant que notre éducation sera financée par des bailleurs de fonds, vous pensez que les politiques vont pouvoir écouter les techniciens? C'est pas évident, hein? Oui, Loric. Oui. Il faut déjà dire qu'il y a un travail qui a été fait par rapport au premier mandat et déjà on a revu un tant soit peu les curricula de formation. Et aujourd'hui, l'objectif c'est de faire en sorte que la formation, ça rime aux besoins du marché. Et c'est le plus important que nous devons beaucoup plus regarder. Et essayer de justifier un peu la formation faite dans les privés à celle qui est faite dans le public. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, les gens préfèrent aller vers le privé plutôt que de rester dans le public. Mais maintenant, ça reprend. Depuis le premier mandat, on a senti qu'il y a un travail qui se fait au niveau du public et beaucoup de personnes recommencent à faire confiance au secteur public. C'est déjà un coup, c'est déjà une avancée. Et regardez aussi au niveau de la profession du secteur technique. Il y a un travail qui se fait également. Autrefois, on ne voyait pas trop le secteur technique. De plus en plus, on sent une amélioration dans ce secteur-là. J'aimerais bien que ça continue comme ça, surtout sur le côté informatique, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus rien sans l'éthique. Donc, ça va permettre aux enfants de beaucoup plus être en phase avec leur temps. C'est ça qui nous amène dans tout ce que vous savez là aussi. Ah ben, il faut simplement encadrer. La jeune qui comme dirait l'autre, les jeunes qui appuient les ongles là. Voilà. Allez. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, pour l'aventure hebdomadaire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Franck n'a pas oublié il a oublié la semaine écoulée de nous inviter. Pour faire le point. Moi, j'ai juste fait un rappel. D'inviter qui? C'était dans quel... C'était qui? Tu as qui en face de toi? Moi, je ne sais pas. Mais c'est comme si c'est un principe à qui? Non, c'était à l'occasion. C'était le jeudi dernier. C'était ponctuel. J'aime quand il fait semblant de le jeudi dernier. Ah non, ça a manqué. La rencontre a manqué de quelques civilités. Maintenant, c'est bon? Non, c'est toujours pas bon. C'était toujours pas bon. D'accord. Le jeudi prochain, on va vous le rappeler. On va y arriver. J'ai eu beaucoup d'appels de parcours. Par rapport à quoi? Oui, son quartier général. Oui, le quartier général m'a appelé. J'ai servi ce que je vous ai servi là. J'ai dit qu'il a manqué un peu de civilité. Je crois qu'ils étaient déçus qu'on ne soit pas invité, c'est ça?
Non, de ce dont vous parlez. Mesdames et messieurs, passez une très bonne journée. Vous allez suivre après-moi la revue de presse. L'équipe va vous revenir lundi prochain à partir de 6h30. Prenez soin de vous et surtout un conseil. Ne cessez jamais de suivre Canal 3 Bénin. Bonne journée.